chers collègues, chers étudiants, je suis très heureux de vous retrouver ici dans ces locaux tout neufs d'ISALAB, un des nouveaux locaux de l'université et pas des moindres. J'espère que vous vous y sentez bien. Je parle en particulier aux étudiants. C'est une occasion assez rare à l'université que celle de remettre un titre de docteur honoris causa. Et c'est un grand honneur pour nous d'accueillir le professeur Bazante. Je ne sais pas si vous le savez, mais les universités françaises remettent le titre de docteur honoris causa à des personnalités qui sont de nationalité étrangère pour les services rendus, qui peuvent être des services rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et technologies. En l'occurrence, ici, on est plutôt dans le domaine des sciences et technologies, qui peuvent être des services rendus à la France et aux établissements qui décernent le titre. Et depuis sa création, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a pour tradition d'attribuer ce titre de docteur honoris causa à des personnalités étrangères pour deux raisons essentiellement. Soit parce que ces personnes ont eu un parcours scientifique d'envergure internationale, et je crois que là, on y est, mais aussi un partenariat avéré avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et là aussi, ce partenariat existe. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est aussi un titre qu'on accorde pour des valeurs qui sont partagées, des valeurs qui sont portées par le récipiendaire et qui sont partagées avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je crois que là aussi, on peut dire qu'on partage un certain nombre de valeurs. Cette tradition française, elle est ancienne. J'ai entendu dire un juriste qu'elle date du XVIIe siècle. Alors, en réalité, les décrets, parce que tout cela est géré par l'administration française, les décrets qui définissent la manière dont on peut attribuer ce titre de docteur honoris causa datent du début du XXe siècle. Et ce que je dois vous dire, c'est que même si l'université veut proposer de décerner le titre de docteur honoris causa, c'est à la fin le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui prend la décision. Et cette décision, elle est importante parce que non seulement elle reconnaît l'importance de la personnalité scientifique à qui on décerne ce titre, mais aussi elle est le symbole des relations qui unissent, en l'occurrence ici, la France et les États-Unis. Donc, cher professeur Bazante, il me reviendra tout à l'heure l'insigne honneur de prononcer quelques mots supplémentaires. Et maintenant, c'est Gilles Pijaudier-Cabot qui va travailler, le professeur Pijaudier-Cabot va prononcer le traditionnel éloge. Bien, donc il m'appartient de prononcer ce traditionnel éloge qui a pour but de retracer la carrière de Zdeněk Bazant. Zdeněk, si tu permets, je t'appellerai simplement par ton prénom. Je pense qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour pouvoir le faire. Alors, Zdeněk est né à Prague en 1937. Il est issu d'une famille qui compte aujourd'hui 7 générations d'ingénieurs, d'enseignants-chercheurs. Son grand-père était président des universités. J'ai appris ça tout récemment. Il obtient son diplôme d'ingénieur civil à l'Université tchèque de technologie à Prague en 1960. Et je ferai juste une petite pause parce que c'est un peu plus qu'une simple anecdote en fait. En 1959, il dépose un brevet pour une fixation de ski qui sera fabriqué à l'échelle industrielle en Tchécoslovaquie et qui est plus sûr
et dont le principe aujourd'hui est largement répandu. Donc si vous allez skier et si vous ne vous cassez pas la jambe, c'est parfois un peu grâce à lui. À cette époque, de l'autre côté du rideau de fer, chacun ne faisait pas nécessairement ce qu'il voulait. Et en dépit de ses brillants résultats académiques, Zdeněk Bajant n'a pas été autorisé à poursuivre un doctorat. Il est donc parti travailler dans un bureau d'ingénierie, et c'est pour cette raison qu'il existe encore et toujours un certain nombre de ponts en République tchèque qu'il a conçus ou dont il a supervisé la construction. Mais il était tenace. En même temps, il a fini par être autorisé à s'inscrire en doctorat, et il mènera ses travaux de doctorat seul, sans direction de thèse, ce qui serait absolument inconcevable aujourd'hui, je pense. Et il obtiendra en 1963 son doctorat à l'Université tchèque de technologie. Il deviendra alors chercheur dans cette même université. C'est en 1967, à l'occasion de l'assouplissement des restrictions de déplacement qui étaient imposées en Tchécoslovaquie, que Zdeněk Bajant partira en postdoctorat à Paris, d'abord. Il y travaillera avec un chercheur français bien connu dans le monde du génie civil, pour ceux qui connaissent la RILEM, la Réunion internationale des laboratoires d'essais sur les matériaux. Il s'agit de Robert L'Hermite. En 1968, après le printemps de Prague, et avec la reprise en main, entre guillemets, du pays par l'Union soviétique, Zdeněk Bajant et son épouse décident de ne pas rejoindre leur pays. Ils partent pour Toronto, puis pour l'Université de Californie à Berkeley. Et c'est en 1969 que Zdeněk Bajant rejoint Northwestern University. Il y deviendra full professor, comme on dit, en 1973, l'un des plus jeunes de son université à cette époque-là. Il ne quittera plus jamais cette université. Et il dit souvent, et je pourrais moi aussi dire de même, qu'elle lui a tant apporté. Entouré de ses collègues, je ne vais pas les citer ici, en fait, il vous suffit de regarder la liste des membres de l'Académie américaine des sciences pour en avoir la liste. Donc, entouré de ses collègues, il a pu mener ses recherches dans un environnement incroyablement stimulant. Il y enseigne toujours. Dans un courrier que j'ai reçu il y a quelques mois de Northwestern, annonçant que Zdeněk Bajant venait de faire une donation importante à son université, des fois que ça donne des idées à nos collègues de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, on ne sait jamais, il y avait cette phrase de Nietzsche, « Ce qui ne tue pas nous rend plus forts ». Elle va si bien à son parcours personnel et professionnel, et elle figure, Zdeněk, sur l'un des souvenirs que tu garderas de cette journée. Zdeněk Bajant est mondialement connu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête annuelle de l'université de Stanford qui le place au premier rang en génie civil et au second rang en sciences de l'ingénieur, parmi plus de 6 millions de scientifiques. Il a révolutionné la mécanique des solides avec plusieurs résultats qui ont drastiquement changé les pratiques des ingénieurs en mécanique et en génie civil. Parmi ses contributions, on peut en distinguer 3. Donc, si vous le permettez, je vais être obligé, faisant cet éloge, d'en dire quelques mots. Au premier rang desquels figurent les lois d'effet d'échelle qui portent son nom. Il va nous en parler tout à l'heure. Alors, selon les théories classiques, la résistance d'une structure ne change pas lorsqu'on diminue ou on augmente sa taille proportionnellement, en gardant les proportions. Et pourtant, ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'était Léonard de Vinci, qui a été le premier à le montrer expérimentalement au XVIe siècle. Pendant plus de 3 siècles, cet effet a été attribué au caractère aléatoire de la résistance des matériaux. Il y a eu différentes théories, mais elles étaient incomplètes. Les explications étaient incomplètes. Et c'est en 1984 que Zdeněk Bajant pose la première pierre d'une théorie sur les effets d'échelle qu'il nous détaillera tout à l'heure. Après 35 ans de discussion, de démonstration du rôle de l'effet d'échelle dans de nombreux accidents, dont celui de la plateforme pétrolière de Sleipner, les effondrements des viaducs d'Auckland ou de Kobe suite à des séismes, mais aussi la rupture de certains barrages, dont celui de Malpasset, que l'on connaît que trop en France, les règles de construction intègrent aujourd'hui cette loi d'effet d'échelle. Sa découverte a été une révolution, mais c'est aussi une nécessité pour les structures de génie civil. Elles ne peuvent pas être testées à l'échelle 1, ce n'est pas possible en laboratoire. Il faut un outil qui permette d'extrapoler et d'éviter de prendre des marges de sécurité qui sont parfois exagérées et parfois aussi sous-estimées. Avec le développement de la mécanique numérique, qui n'était qu'assez balbutiement à la fin des années 60, il devenait nécessaire d'élaborer des modèles numériques représentant la fissuration des matériaux. C'est là aussi une de ses contributions marquantes.
Son modèle de fissuration distribué proposé en 1983 domine aujourd'hui, par sa simplicité, toutes les applications industrielles. Il est intégré dans la plupart des outils de calcul commerciaux et pas uniquement dans le domaine du génie civil, puisque Boeing et Airbus l'utilisent pour vérifier le dimensionnement de leur structure composite. Sont venues après d'autres modélisations plus complexes, et c'est d'ailleurs sur ce sujet que j'ai eu la chance de travailler avec Zdeněk Bazant durant mon doctorat. Le fluage, troisième point, c'est-à-dire la croissance de déformation d'un matériau sous une charge constante, ou le retrait, c'est la déformation causée par le séchage ou l'hydratation du ciment, sont des propriétés complexes du béton de structure. Zdeněk Bazant est également considéré comme le principal expert mondial dans ce domaine. Les déformations qui se développent sur une échelle séculaire au sein de ces grands ouvrages de génie civil provoquent des fissures, l'entrée d'humidité et d'agents corrosifs au sein du matériau. Elles réduisent considérablement la durée de vie d'une structure. Zdeněk Bazant a formulé des modèles permettant de décrire ces phénomènes, qui sont là aussi des références internationales. Pour calibrer ces modèles, il a rassemblé la plus grande base de données d'essais en laboratoire au niveau mondial, plus de 50 000 données. Je lisais même plus de 60 000 données tout à l'heure dans la littérature. Zdeněk Bazant est un militant pour la promotion de la science dans notre société, mais il est aussi, et je sais que tu y tiens beaucoup, un ingénieur. Il est d'ailleurs le seul dans son département à l'université à toujours détenir une licence d'ingénieur de l'État d'Illinois. Et j'ai compris que c'était un exercice particulièrement exigeant. En 2007, il a convaincu le Congrès mondial des ingénieurs de structure d'adopter une résolution demandant la levée des scellés sur les données techniques relatives à l'effondrement des grands ouvrages, dont celui d'un pont qui reliait 2 îles à Palaos en Océanie. Ce pont, dont la travée principale mesurait plus de 240 mètres, qui a été un record du monde à un certain moment, s'est effondré en 1996 après avoir subi des déformations de plus d'1,60 m. Une fois les scellés levés, il a pu expliquer les causes de cet accident, comme il a expliqué, quelques années plus tard, d'autres événements tragiques. Tout cela a finalement conduit à l'adoption de nouvelles règles de conception des ouvrages de génie civil, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Zdeněk est l'auteur de plus de 620 articles, dont plus d'une centaine ont été publiés durant ces 10 dernières années, ce qui est absolument incroyable. Son enthousiasme pour la recherche persiste. Il est communicatif et frappe quiconque entre dans son bureau. Je vous mets au défi de le faire. Il est un exemple pour n'importe quel autre jeune chercheur. Membre de 14 académies dans le monde, dont évidemment l'Académie nationale des sciences aux États-Unis, il a reçu une 50aine de distinctions nationales et internationales et 12 titres de docteur honoris causa. Alors c'est le 13e, je sais que 13, ce n'est pas forcément un chiffre qui porte bonheur. Espérons que celui-ci portera bonheur. Il est assez rare qu'un chercheur ait un prix à son nom de son vivant. La Société de mécanique de République tchèque en a créé en 2012. En 2015, l'American Society of Civil Engineers en a fait de même. Et plus récemment, l'an dernier, l'American Society of Mechanical Engineers a créé une médaille à son nom spécifiquement destinée aux jeunes chercheurs, ce qui est un hommage auquel je suis particulièrement sensible. Je pense qu'il faut privilégier et distinguer les jeunes chercheurs. Zdeněk a depuis 1967 des liens étroits avec la France. Il a participé à l'encadrement de 14 étudiants français. Depuis 2019, il est membre du Hub Newport, une équipe de recherche internationale conjointement créée par l'UPPA et Northwestern University. En quelque sorte, Zdeněk, tu es un peu chez toi ici, et je pense que tu le sauras complètement à la fin de cette cérémonie. Je vous propose maintenant d'écouter notre collègue. Merci. Let me speak in English. I am much more comfortable in it. I would like to discuss a field which is somewhat overlooked and becomes more and more important at the time of ChatGPT, of AI, of machine learning, ML. These are very useful innovations, but they don't solve everything, and it's important to know what they cannot answer.
and they cannot answer extrapolations. In engineering, we often are forced to deal with extrapolations, especially in civil engineering, but also big aircraft, Boeing, and so forth. So I would like to discuss the challenge of extrapolation in scaling and size. All right, introduction to our university. So what are the problems? They occur in size, in time, and in risk. So we have to realize that in time, in size, especially in civil engineering, we design very large structures. The bridge in Palau was over 40 meters deep. And most of our experiments deal with beams which are up to about half a meter deep. And that's a huge extrapolation which used to be ignored, and the penalty was size effect factors of the order of 8, which is a nonsense. And even then it was not safe. The question is how to obtain correct safety factors. The other extrapolation is that in time we have to extrapolate. Every department of transport engineering requires 150 years for bridges. We know they unfortunately don't last that long, especially pre-stressed concrete. In fact, I gave a recent speech, we should go away from pre-stressed concrete to arches, which last much longer because they're under compression and don't suffer the corrosion and all these effects. So we have data which cover 6 years, as you said you mentioned that, about 60,000 points almost. And that's the duration of PhD thesis, by the way. There is almost nothing beyond that. And we have to extrapolate to in time. In risk, it is most difficult, which people don't appreciate. We have this, I will discuss it. We have distribution of probability of failure, and stochastic Feynman codes tell us probability 1 in 30, coefficient variation. How you extrapolate, you need to know distribution curve. And that's a question of theory that cannot be really checked experimentally. So in size. So briefly, this is a Palau Bridge which collapsed. I will go quickly through some pictures. It collapsed after retrofit. This deflected, as you see on top. It is somewhat visible. Deflected 1.6 meters. It was lifted by pre-stressing and then collapsed 3 months later by delayed failure. So in size, what kind of theory we can use to extrapolate? So I think we always have to pay attention to asymptotics, because asymptotics, what happens at very small size, small time, large time, can be determined theoretically by very simple laws, and the question is how to connect it in between. So in size, what is known for sure is that for very small structures, there is no side effect. We have the curve seen here. For large size, if you put logarithm size, logarithm of strength, logarithm of the size is a curve of slope 1/2. It's a power law of d size exponent minus 1/2. The question is how to connect it. And that can be done best by energy considerations. The result is, and it is, I will not go through the details, putting together energy which is partly released from the whole structure, partly from a contributory volume with different constants, leaves a simple law. And this is a size effect law which occurred to me in 1983 and is now in the code and generally used. There's one characteristic size. This is the size of the structure, for example, depth of the cross-section, constant related to strength of the material, and this is the apparent strength as it decreases with size.
Now, where is asymptotics? It has been shown that it is a result of matching two asymptotic behaviors. I put logarithm of strength, logarithm of size. What we know for sure that we have a strength limit asymptote, with the other asymptote I mentioned, but we also can determine how this asymptote is approached. It is approached by a certain law, which is written here, and this is a red curve. And this is very good near the initial point, but it goes wrong. The large size asymptote is asymptotic matching inverse to infinity. We know infinity is a slope. Infinity must be approached along the green curve. And what about in between? Well, in between, you can, it will be obviously a smooth curve. A smooth curve can be derived this way. It is this formula. So this is one of about 5 different derivations of this formula, which is, in my opinion, quite convincing. You can, what is the advantage of this formula? You can write it in transform coordinates, linear size, not algorithmic. And here, 1 over size squared, this is given by this transformation. And you can then reduce it, not every formula can, but this one can be reduced to linear regression. And linear regression gives you, from the slope, fractionage of the material, basic material constant, and it gives you also size of the process zone, approximate estimation. So this is international standard of ReLEM, and it is widely used. Actually, recently we find it, adaptation can be also used for metals. It was, of course, verified by many experiments, some at Northwestern, many taken from the literature, from all kinds of materials, which is called quasi-brittle. Concrete is an archetypical example of quasi-brittle materials, but there are many others, including rocks, of course, some coarse ceramics, but also, for example, bone, which we tested, and they all give these similar curves. The most interesting case was a debate on the failure of sea ice, which after a year is no longer homogeneous, but is very heterogeneous with ice pockets and large crystals. And it gives the curve which you see here, but to see that curve, you need to test specimens which are very large. So this is a test specimen, which was an exciting project. I went with John Dempsey, shown here, to the Arctic, where we tested specimen 80 by 80 meters in size, floating, 500 miles north of Kalada. This is a notch, 24 meters long, expanded, and the results were organized then. This is another picture of the same thing, computer-driven, of course, all that. And if I go back, it gave exactly this curve, and this asymptote of 1/2, which must exist, it reached dimensions about 30 meters. So it is important for ice forces on oil platforms, important for carrying an aircraft which lacks lines. At that time, it was important for surfacing of submarine, which was the main motivation in 1980s, which where you must know the strength of the ice to get through. Now, I can flash a number of pictures where side effect was involved as a main cause. This is several years ago in Montreal, collapse of Schlapple platform, where I was a consultant in 1991. No cost in life, fortunately. All people escaped before it submerged, but lost about 5 million at that time. Failure of various viaducts and bridges in earthquake was involved. Failure of there was an abutment, actually, shear failure during a flood in New York State. I also put this picture, which is not concrete, but it's asymptotic interaction of bending and shear, which was at that time unknown in diagonals, which this diagonal failed, and at that time about 200 workers died on the bridge, which happened during construction. Then you have also failures which a large crack does not form at the beginning. At the beginning, it fails just from a flat surface,
Then is a somewhat different law. If a large crack cannot grow first, and then you get a somewhat different curve and different distributions. So there are different formulas. This is a generalization. And what is important is that the distribution, which is plotted here of the strength, is very important for safety factors. It varies from Gaussian distribution to Weibull, which is very different. Another picture, famous for France. It was Malplaçet Dam in Southern Alps was the tallest and thinnest in the world, and as the first filling collapsed, the town of Fréjus was wiped out. Several hundred participants died, and the designer Coyne committed suicide for a wrong reason, because at that time he could not have understood side effect. So unfortunately, that came only decades later. We have analyzed it statistically. We can now predict that if the foundation slip was not overestimated by 100%, it might not have failed, or it might, but certainly there was an error here in the estimation of the slip of the foundation. This is described in details. Other failures, San Fernando Valley, enormous disaster in suburb of Los Angeles, hundreds of people dead. Then, of course, I would like to, in these pictures, there are many problems where the size effect laws is not followed exactly, but similar laws exist. Usually power law and constant, power law and constant. And there are different constants involved in different cases. And this has been documented by experiments, except the last one not. This is so far theoretical. And they are all based on the similar considerations of asymptotics at small size and large size. Now, this field has been changed, I think, by what we found at Northwestern, Hongwin and I, that fracture changes a lot if you introduce crack parallel compression. So this is a standard fracture specimen with a notch. And normally there is no plastic pad here, but we introduce a pad which has a plastic property. It differs, compresses elastically, goes constant. And when the gaps, this is called gap test, gaps closed, which are designed with magnitude, when they close, then it fails by fracture propagating, gives another tip, and from there you can determine properties in presence of crack parallel stresses, which is interesting because all the fracture specimens which are standardized don't have that crack parallel stress. But in practice, it happens very frequently. So the result is that the fracture energy which we use in design is not a constant, changes a lot. Interesting that many computer methods that we have, linear fracture mechanics, cohesive crack model, phase field model, show no effect. So they have error of 100% in this range, which is, frequently occurs in practice. And of course, at this end, the decline also. There is a big debate, diagonal sheet failure of beams, reinforced concrete beams, about 100 papers written, and still in some codes, in European code, is designed based on the basis of strain, which is empirical, can work for a small range, but not for large sizes. But what really happens, that because in diagonal failure, crack parallel compression develops, it becomes very large when we come to the critical point, which is about here, critical point. And then actually there is no fracture intention. Fracture happens only by failure of compression strata on the side. Different mechanism, actually it is in favor of so-called strata-tie model, but in a fracture sense, which now also has side effect according to ACI embedded. Interesting behavior is in other materials. In aluminum has not been of interest, but if you look closely, then there is an effect which you tested, and from that effect you can calculate, if you are in that field, you know probably J integral. You can calculate J integral simply from side effect, accurately and using small specimens, alternative way. It's
It's important when the materials are random. These are pictures done by Dönmes of aluminum, and the result, different sizes give different curves, and from that you can determine the effect. I cannot go into details. Now, before all this happens, I want to show in 1970 was a desperation how to test fracture. So they concluded that to test fracture for steel for nuclear reactor plants, they concluded they needed specimen at least 1 meter in size, which is very inconvenient. It was a genius for Rice that the J integral allowed testing specimens which are 2 inches and giving the same result, the thing. And the side effect method now, if knowing the transition, which is different law than the other one, gives actually the same results too, in a somewhat simpler way. This is the side effect law when for metals. For metals, you have not only one asymptote, and second, asymptotics always is determining. This asymptote is on the micrometer scale, 5 nanometers, and this is 50 millimeters with a range of 1 to 1,000. And over that range, you have so-called intermediate asymptote, which is an invention of my friend Barenblatt, which is exactly defined mathematically, and that gives the law that if you know transition from this range to that range, solve this equation, which is nonlinear but easily solved, you get J integral, exactly. This was published recently. So there's a summary of the gap test. It has many consequences, and one of them I will discuss more is smooth crack band model, which can capture it automatically. In practice, crack parallel stresses matter in almost all cases where listed there, in rocketry, in concrete, in aeronautics, of course in shale fracture, where there is a big crack parallel stress and is varying and so forth. Now, recently we were able to capture it by developing a new model where we realize that what matters is really not the fracture alone, but is the change of curvature. And change curvature first is limited because slope, plotted here, changes to one slope, cannot happen instantly. At this point, is the material heterogeneous. It's always distributed over a certain length, and that causes that fracture then depends on the gradient, and the gradient, of course, the gradient of rotation. That leads to a new theory, which I will not be describing here. Gradient of rotation is in it, and strain gradient is the field, is the sum of displacement gradient, the sum of strain gradient and rotation gradient, and that matters. That's all I can say here. So the result is that in crack band model, which Gilles mentioned, we assume that we deal with average stress over a fracture process zone, which is certain width, and that can resolve it, as you see here. And that gives another dimension of how to analyze it. It can show that the fracture process zone does not have a constant width, doesn't have constant length changes, and if you rotate the mesh computationally, if you are in the computational field, it gives identical results. It also sheds effect, this test, on other subjects. There is a big vogue. If you work in fracture, you probably heard of peridynamics and phase field models. Both models are not correct principally, but it is seen only when you run this kind of tests. For in peridynamics, for example, interaction of one point with the others over distance does not exist because there are particles involved, and that makes it much more complicated. And that's then there are boundary problems. So with this, we recently constructed a table based on tests which are distinctive
which give results for various models. So this is peridynamics. If you are in the field, you heard of it. It does not work. This is Kragman model, and needs improvement here for the gap test. It is okay with the scatter of the material. And these are all tests which are important for practice. On the other hand, fracture specimens which are at this time standardized, they show no such effect because they have no crack barrel stresses. This happened, this was published a few months ago also. All right, now time. So I already mentioned this bridge, which came after a deflection of 18 years. 18 years of service. It was a world record at that time of span for this type of bridge. Resulted in a deflection of 1.6 meters, and immediately was shown that ACI and European code all under-predicted by order of magnitude. The deflections should not be so large. The code which already existed, B3, gave good results if it was properly calibrated. This is if parameters were estimated, material parameters. It also showed that there is big underestimation of pre-stressing for several reasons. Pre-stressing losses are much bigger. In this case, they actually bared sections of 1 meter long of cables, installed gauges, cut the wire, and measured the stress in the wires in the cable. The stress was half in all the cases than what it should have been. So that's part of the reason. And the reason is that I still have a fight how to convince them that change must be made because losses are too big because of concrete creep, but not only, also because of steel which behaves viscoelastically. I just mentioned this without having a time to discuss it. So then we formed a ReLAM committee which finally convinced the community that we need a law for deflection which ends with a logarithmic curve. Logarithmic is a straight line. This is time in logarithmic scale, this is deflection. We made a collection of 71 bridges, only part of it is shown, which deflect like this. It goes straight. Twisted concrete has a problem. So something has to be done. This is difficult to defy is a fact. And the reason is both concrete creep and shrinkage less and steel. Now, the law for concrete is important, therefore, of creep law. There are asymptotes which we can justify theoretically. The creep curve should end logarithmically in constant environment. Up to now they did not, now they do, both in Europe and in America. And the Power law is modified by the Power law for aging. So there is transition from two Power laws. Again, it's asymptotics. To get total formula is difficult to get. Shrinkage part involves, I will not go into, needs sorption isotherm, which is not the BET isotherm, but it's restricted by the filling of the pore. Where there's more filled, there's less export to vapor, gives different statistics and different results. And gives different equations for sorption isotherm, which is, in my opinion, better for adsorption case than the BET materials. Now, what is sure for creep, the asymptote for shrinkage, that asymptotic behavior must be such that it conforms to effective time. Time divided by dimension square and diffusivity. And so shrinkage must be a function of this ratio, not of time separately. It means it is strongly depending on size, and that's embedded in it. And the asymptotic behavior must be exponential of this time, and for short time must be a Power law, a function which you can connect it. This is empirical, but it fits very well, but it has these asymptotes tangent hyperbolic. And that's now also in the code descriptions. Now, asymptotic conference is perhaps interesting in Europe.
there are many old structures, has tended to be important for preservation of our monuments. In Italy, especially, there are many towers which failed typically after 700 years. And why it failed in 700 years? They were constructed from not in the Greek way, only stones, but Roman masonry, cheap masonry, lime, and very good cladding, either stones or brick. Now, what happens is that in time, the wall is drying. If you have a specimen which is 1 millimeter thick, it will dry in 8 hours. If you have 3 meters thick, it will dry in half time will be 700 years. That was quadratically. That can be calculated. So after 700 years, you get a picture something like this, and then suddenly the load is transferred because this cladding does not creep inside us, transferred from the masonry to the cladding, and then when the cladding fails, there is a failure. And that happened many times. First one was Campanile in Venice, which was rebuilt, what you see today, and many other structures. Another part of this consideration to understand mechanics. So it is generally believed that shrinkage is, that hydration is contractive. Volume gets smaller. How many? Okay. In fact, it is not contractive. It is always expansive, and what causes construction is the change of pore humidity or of chemical potential, and that is fight each other, and that always wins. Then, of course, in modern concrete, that's more difficult than old concretes. We have enormous autogen shrinkage chemical, and then how they combine depends on thickness, asymptotics, and I will not go into details. So, for example, the total deformation is a asymptotic combination of autogeneous shrinkage with shrinkage pure, and this S depends on the time divided by d square in always. So that's the proper formula, and the same thing is for wetting. This is the proper approach. It also has FS similarities in is actually shale, where we have also diffusion complicated by osmotic gradients, and that can also be handled asymptotically. Now, the final point I would make comment on risk. That can, of course, get very mathematical, but I will explain the basics. So generally, we assume, if you come to a committee, they have mean coefficient variation. So this guy, let's use Weibull, let's use Gaussian normal distribution. They are almost identical in the middle scale. If you have a scatter, you cannot tell the difference, but they differ almost 2 to 1 when you come to the probability of 1 in a million. Now, 1 in a million, this has been lots of discussion about it. This is the probability of being killed by lightning, by falling tree, by a wild animal, that sort of things. Simply the probability of things people don't care about. You don't walk the streets avoiding big streets, big trees, for example. So that's the standard. We come to that level of probability that's required for aircraft too, for bridges. Then the difference is enormous. And that requires, in my view, to get asymptotics, one needs to go to nanomechanics. This is described atomistically by Kramer's rule of transition rate theory, which shows that at the nanoscale, the distribution must, or frequency, which is the same in probability, must be a power law. Power law tau is nanoscale stress applied. And if you know that, then the question is bridging from nano to macro, going through several levels of heterogeneity, and can be shown that power law is always preserved, is indestructible. And that leads to some formulations which seem to work. So, for example, if you plot Weibull scale is a scale in which Weibull distribution is a straight line. Then, of course, Gaussian distribution not a straight line in Weibull scale. And if the structure is large, it's exactly followed.
if it's small, there are deviations and transitions, and it has an enormous effect on side effect also. And from side effect, actually one can calibrate it, again, asymptotic consideration. So then you get the differences between variable Gauss probability. That's another thing, that if the variable distribution is true only if the change is infinite long, but if it is finite, then there are deviations. That's variable is valid only for infinite number, about 100,000 change in the length. But in structures like concrete and other quasi-orbital structures, is not the case. There are many tests to verify that, taken mostly from the literature that's available, which can be fitted exactly by these transition laws based on asymptotics. And not only concrete, this was aluminum oxides and all kinds of materials. Then there is people use sometimes 3-point variable distribution, which is and seems to work in the middle range, but if you put in log scale, go several orders magnitude down, you found it's wrong, because according to nanoscale, there can be no threshold. Kramer's law has no threshold, so it's impossible. That also has implications for, I already mentioned this, the regular shear failure, how to estimate the distribution, which is important for this problem. You can have now distributions, for example, load and the probability of failure. Then in one material, for example, is nacreous materials is weaker by so much, but is far stronger by about 50% at the very care, at the level of probability. Nacre is a very interesting example, has been, because it's a microstructure which can be simplified as a fishnet, and that gives another type of probability. All we have in strength probability so far was a chain or a fiber bundle models, and this is a model which can also be solved exactly and gives results which are rather different and in between. So here, for example, these are, my student was able to calculate each point is 10,000 simulations. So these are millions of Gauss Monte Carlo simulations which were not impossible in recent years. So that led to some formulas for progressive failure, derived the probability, and simple formulas, not simple, but using all the statistics which gave predictions for the failures. And if you do change the size of the system, you get very different curves. This is shown here. If you go to very large structures, which we just published now this month, then we go into a distribution which is viable, but has the slope of viable curve at 10⁻⁶ from normal size specimens, which is a very interesting point, but can be understood. Printed materials are of great interest. Everybody looks at mean strength of printed materials, but very little was done on fracture energy of printed materials, and virtually nothing on probability distribution. So the lightest material that you can produce by printing is octet structure. This is octet structure. It actually consists of 3 fishnets intersecting. And that's actually, in this plot which I showed before, this Weibull scale is closer to, most to the right, lowest fail probability. So there is a big advantage there too. Finally, everybody speaks of digital twins, especially aircraft. Digital twins are a great thing for estimating average behavior. But with digital twins, you can never get failure probability. That's still you must go to energy. That's not the final answer. That's half of the answer that we need. It's not a useless thing to have digital twins, like for 2 aircrafts modeled,
or for military purposes, one has to handle the failure probability to get meaningful answers. They don't have to be the same ratio as they are in the middle scale. I will skip this because of time. There's a total parallel in dielectrics, where recently we came dielectrics which are of thickness of 5 nanometers or even less now, and that the problem is tunneling of current, which is undesirable throughout, and it's exactly analogous to failure of a chain, and the choice of different places analogous to a bundle. So it's different, but it's a big area, and actually there are many data from Intel, others we could check that. That was extended by Jelan Gle, my student, enormously. So strength distribution on the nanoscale is another problem. This is in silicon. And if you realize the surface is uneven, then you get similar curves like I showed you before, not straight line for Weibull, not Gaussian distribution. And that's important for safety. Now, final comment. Why we do, this conference deals with environment. Now, it has not been discussed here, but emissions of CO2 from production of concrete are as big as the emissions from all the fuel-driven transportation, 8% of the world's emissions. Somehow politicians don't like to talk about it. It is well known in civil engineering, of course. Even interesting that I know any department of material science, you would have seriously looked at it. There are some physicists in civil engineering departments which are not the same as molecular trained physicists in material science department. Funding agencies are not very enthused about giving money for this. There is funding, but if you compare it to funding, there is on the aspects of CO2 are related to oil, it's order of magnitude difference. It's an enormous difference. I think it has to change. We will not have carbon-free future if we don't solve the problem of cement, production of concrete. But there are two ways to mitigate it. Now, one is, of course, they are trying to put calcined clay and something in the production, absorb some CO2 into cement kilns. But if you put calcined clay, you have much smaller durability and strength. That's already known too. There's no good solution there. But one solution which is able to rise right now, if we diminish safety factor. So failure probability, number of structures. So these structures have a larger failure probability than the optimal, so are dangerous. And that means if they fail, then we replace them by concrete again. And then we have a bigger and bigger loss of CO2. But even if they are over-designed, then again causes failure because you're using more concrete than we need to. So failure factors for in concrete structures even now range really, if you go take all the sizes and time, of the order of 1.5 up to 8. That can be greatly decreased if you understand all these physical processes that are involved. And that's, I think, should be one goal in mitigating the effects of CO2 in concrete, which should be discussed, and it's not. So final thought, in solids and structure mechanics, the problems of scaling asymptotic have long been ignored, although they are well known. This ought to be a change. They ought to be changed. They are essential for safety, durability, and sustainability. Because of its huge CO2 imprint, dwarfing that of other materials, concrete ought to emerge as a major topic in material science departments in DNA theoretical mechanics programs. Risk of failure probability of the material is actually least understood of these problems. It is also mathematically most difficult and most difficult to actually simulate even by computer, because how to simulate failure with that probability, you need 100 million correlate Monte Carlo simulations of those structures. It's virtually impossible even now. So with this, I would like to thank, first of all, my collaborators, which are essential here,
Nguyen is a postdoc at MIT now. He left. Wen Guo, my essential collaborator in probability, he's at Auburn University on the faculty. Yupeng Zheng is postdoc at Caltech. Said Rahimi works for a company consulting on fracking, hydraulic fracturing, making big money, I'm sure. Abdullah came as postdoc again from Turkey. He's associate professor in Turkey. Holin Shu will soon graduate. An Nguyen is from Vietnam. He's a second-year student, doing very well. Mia Hubler, of course, she's a professor, I think associate professor in Boulder. She worked on the shrinkage probability. And especially Dr. Jialan Le, my former student who worked on this, on a number of these problems with me, and was a very valuable collaborator. So with this, thanks for listening. And my book, by the way, has a picture of Marpasset Dam, which is probably not meant negatively for France, but it's a really a major event in history which could not have been understood at that time. No blame. But now we understand it. Thank you very much for your attention. Chers membres du corps professoral, distingués invités, chers étudiants et surtout chers professeurs Bazant. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel dans l'histoire de notre université et de notre école d'ingénieurs. Nous avons le privilège de remettre le titre de docteur honoris causa à une figure éminente, un innovateur dans le domaine du génie civil et des structures, le professeur Zdeněk Bazant. Le professeur Bazant est un visionnaire dont les contributions exceptionnelles ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de la science des matériaux, de l'ingénierie civile et de la mécanique des structures. Sa carrière remarquable a été marquée par une recherche rigoureuse, des avancées révolutionnaires et un dévouement inébranlable à l'avancement du savoir. Néanmoins, derrière chaque réussite exceptionnelle, il y a un parcours semé de défis relevés avec persévérance. Le professeur Bazant a su transformer ces défis en opportunités, repoussant les limites de la compréhension scientifique et redéfinissant les normes de l'ingénierie. Je n'en dis pas plus, mon collègue Gilles Pigeaudier-Cabot nous ayant déjà proposé une présentation détaillée de sa remarquable carrière professionnelle. En honorant aujourd'hui le professeur Bazant, ingénieur en génie civil, émérite, nous célébrons non seulement un individu exceptionnel, mais également l'ensemble de la profession d'ingénieur. Les ingénieurs sont les architectes du monde moderne, les créateurs qui transforment les idées en réalité tangible. Leurs compétences techniques, leur ingéniosité et leur capacité à résoudre des problèmes sont les piliers sur lesquels reposent d'innombrables avancées technologiques et infrastructures cruciales. Dans une ère où les défis mondiaux nécessitent des solutions nouvelles, le rôle des ingénieurs est plus crucial que jamais, car ils sont en première ligne de la recherche appliquée et de l'innovation qui façonne notre avenir. En soutenant et en développant les programmes de formation en ingénierie, nous investissons dans la résolution de problèmes concrets. Excusez-moi, c'est le stress du moment. Ouais, probablement. Nous investissons dans la résolution de problèmes concrets, dans la création de solutions que l'on veut durables et dans la préparation des générations futures à relever les défis qui les attendent. Le professeur Bazant, en tant qu'ingénieur exemplaire, incarne les valeurs fondamentales de cette discipline. Sa carrière illustre le potentiel infini qu'offre une formation en ingénierie bien ancrée. Au nom de l'ISABTP et de la communauté académique réunie ici, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers le professeur Bazant pour sa contribution inestimable à la recherche scientifique et à l'éducation. Nous sommes honorés de le compter parmi les récipiendaires de notre plus haute distinction académique. Félicitations, professeur Bazant, pour cet honneur bien mérité. Puissent vos réalisations continuer à inspirer et à éclairer le chemin pour les générations futures. Merci
à tous pour votre attention. Bien, je crois que maintenant c'est au tour de notre président Laurent Borde de prendre la parole. Cher professeur Bazante, tout à l'heure, Gilles a dit que vous étiez, c'était votre 13e titre de docteur honoris causa. Je vous Ah, 9e. D'accord. Alors, ça, tout va bien alors. Parce que j'allais vous proposer de retenir que c'était le 17e que nous délivrions à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. En 50 ans, ça veut dire à peu près un titre de docteur honoris causa tous les 3 ans. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, pas très loin d'ici, à Bayonne, nous délivrions ce titre de docteur honoris causa au docteur Denis Mukwege, un éminent gynécologue de la République démocratique du Congo, qui est un scientifique reconnu et qui a eu le prix Nobel en 2018. Et je veux dire que nous sommes aujourd'hui tout aussi émus et fiers de faire de vous le 17e docteur honoris causa de l'UPPA. Alors, j'ai dit tout à l'heure les raisons pour lesquelles on donne ce titre de docteur honoris causa. Et puis, pour moi, il y en a au moins 3 qui sont valables pour l'université, et puis une 4e qui est un peu plus personnelle, et j'y reviendrai à la fin. La première des raisons, c'est que à travers vous, on l'a vu à travers votre exposé, à travers l'exposé de Gilles, à travers tout ce que nous a dit Benoît, c'est que vous représentez l'excellence de la recherche et l'excellence au plus haut niveau mondial. Mais finalement, ce qui frappe dans vos travaux, c'est que d'une part, et Gilles l'a très bien dit, votre carrière de scientifique n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne crois pas qu'il y ait de carrière de scientifique qui soit un long fleuve tranquille. Et moi, j'ai été particulièrement frappé par votre désir de rendre la science utile. Je crois que vous avez, à travers vos travaux, cherché à comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Et ça, c'est une étape. Mais peut-être que l'esprit d'ingénieur qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est aussi, une fois qu'on a compris, de faire en sorte que ça devienne utile, et utile à la société. Et si on peut dire que certains de vos travaux ont probablement permis de démystifier certaines catastrophes qui ont été évoquées, on a vu des ponts écroulés, des barrages effondrés, ils ont probablement servi à éviter ce genre de catastrophe. Et je crois que c'est vraiment une des premières raisons qui nous honore de vous délivrer ce titre. La seconde raison, elle tient à votre engagement pour une science ouverte. Ça a été dit, alors science ouverte, science éthique, ça a été dit, vous avez milité, vous avez œuvré pour que les scientifiques puissent avoir accès à des données. Et ces données, qui étaient des données issues des données techniques qui étaient confidentielles suite à des accidents majeurs, elles vous ont servi à élaborer toutes les belles équations que l'on a vues tout à l'heure. Et je pense que, là encore, votre engagement a été probablement salutaire pour éviter des erreurs humaines, de nouvelles erreurs humaines. La dernière raison, et là aussi ça a été évoqué par Gilles, c'est que il y a un lien entre l'Université de Pau et des Pays de la Dour et Northwestern University. Et ce lien, évidemment, je pense qu'il prend ses racines dans le passage de Gilles à Northwestern. Et ce qui est important, c'est que, au-delà de Gilles, au-delà des relations que vous avez eues, il a fructifié. Ça a donné lieu à la création
du Hub Newport, dont vous êtes membre, et puis quelques autres personnes dans la salle aussi. Ça a donné lieu à des publications communes qui feraient très plaisir à notre vice-présidente recherche, parce que citée des milliers de fois. Et puis, ça a donné lieu aussi à des conférences scientifiques qui ont eu lieu ici à l'université, des conférences scientifiques organisées à l'origine par des sociétés savantes que vous avez vous-même créées. Voilà, alors, tout ça, c'est évidemment des raisons qui justifient pleinement le fait qu'on délivre ce titre de docteur honoris causa. Moi, je dois dire qu'à titre personnel, quand j'ai lu, alors je suis un mathématicien, mais je suis un statisticien. Et un statisticien n'ignore rien de la loi de Weibull. Et quand j'ai vu arriver la loi de Weibull, je me suis dit, tiens, voilà, il y a des choses qui m'intéressent forcément là-dedans. Et ensuite, j'ai vu que loi de Weibull, fracture, fissure, propagation de fissures. Et je me suis dit, mais finalement, c'est dommage que je sois président de l'université, parce que sinon, je discuterai avec le professeur Bazante pour des travaux que j'ai pu mener il y a quelques années maintenant. Et la deuxième chose qui m'a marqué à titre personnel, c'est que comme jeune doctorant, j'étais pas encore docteur, mes premiers pas de recherche, je les ai faits à Prague, en collaboration avec des collègues de l'université Charles. Et je me rappelle, parce que quand on est doctorant et qu'on est jeune chercheur, je pense que dans ce métier, il y a quelque chose qui est fantastique, c'est l'ouverture vers les autres, l'ouverture à l'international, la découverte de nouvelles cultures scientifiques, mais aussi de nouvelles cultures tout court. Je me souviens de mes balades sur le pont Charles le matin au lever du soleil, et c'était des moments absolument merveilleux. Ça, c'est des raisons plus personnelles. Et donc, dans quelques instants, professeur Bazante, j'aurai le plaisir de vous remettre ce titre de docteur honoris causa de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et puis, j'espère finalement que cette grande maison ouverte, qui est l'UPPA, sera désormais la vôtre. Elle est déjà un petit peu la vôtre. Et je ne doute pas qu'à travers vous, on aura un nouvel ambassadeur de notre belle université. Merci. Zdeněk, je crois que c'est ton tour. Et je vais demander à mes collègues de rester plutôt par là, de ne pas trop se mettre sur le côté, si vous voulez bien. Monsieur le Président, collègues et amis universitaires, c'est avec la plus profonde gratitude et humilité que j'accepte le doctorat honorifique de votre université prestigieuse, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'apprécie tout particulièrement ce grand honneur qu'il m'a fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'excellent colloque auquel j'ai pu participer témoigne du fait que la France et l'UPPA en particulier est un leader sur les problèmes environnementaux liés à l'énergie et au changement climatique, qui figure avec le danger de guerre nucléaire, avec l'abus de génie génétique, et avec l'abus de l'intelligence artificielle, parmi les plus enjeux primordiaux de notre temps. Deuxièmement, la France est un pays unique en matière d'énergie. Ce qui est important, c'est de juger les aspects environnementaux de l'énergie d'une manière rationnelle. La France est un pays qui a été un exemple de politique rationnelle
non, politique rationnelle dans ce cas. Nombreux sont ceux qui partagent ma conviction que l'énergie nucléaire est la plus verte des sources d'énergie qu'elle est. Et en même temps, il est disponible indépendamment des conditions climatiques. À cet égard, je vois la France comme un exemple pour le futur de tout le monde entier. Troisièmement, la comparaison entre la France et mon pays, les États-Unis, est pleine d'enseignements. Quand je suis arrivé en Illinois en 1969, 80% de son électricité provenait de centrales nucléaires en 1969. Maintenant, ce chiffre est tombé à 50%. Pendant 2 décennies, j'ai travaillé comme un consultant sur la division de sécurité du laboratoire national d'Argonne près de Chicago, où nous avons mis au point des moyens et des méthodes permettant d'éviter l'exposition du public au rayonnement du fait de divers accidents nucléaires potentiels, y compris ceux de la fusion de cœurs de réacteurs. Je me suis également beaucoup impliqué dans l'organisation des conférences de SMERT, Structure Mechanics Reactor Technology, sur la mécanique des réacteurs nucléaires. Par la suite, pourtant, j'ai été particulièrement déçu par des prises de position écologistes parfois irrationnelles et quelquefois soutenues par des médias ignorants qui ont contribué à convaincre le pouvoir public de l'arrêt du développement d'énergie nucléaire aux États-Unis, et par là même en rendant inutile les résultats de nos recherches à Argonne, y compris mes propres recherches sur la sécurité des enceintes de confinement et des cuves de réacteurs. C'était dommage. En 1980, j'avais obtenu une importante subvention pour construire une machine d'essai unique destinée à tester la rupture à l'affluage du béton et autres contre-réactions sous charge à la Northwestern. Voir cette machine en raison de la fin du financement pour des raisons politiques a été un grand gâchis pour moi. En France, c'était différent. Au cours des 4 dernières semaines, la France a démontré au monde que fournir 88% de l'énergie électrique du pays par les centrales nucléaires peut être sûr, sauf et présente un impact écologique moindre. Enfin et surtout, j'apprécie le fait que l'UPPA a conduit, je pense, une des meilleures recherches dans le domaine qui m'intéresse le plus, à savoir les problèmes mécaniques de fracturation, et plus particulièrement la fracturation hydraulique et ses alternatives. Aux États-Unis, cette technologie a réduit considérablement les émissions de CO2 en diminuant le besoin de charbon, mais non dans la plupart d'Europe, où cette technologie est malheureusement interdite par loi. À l'heure actuelle, à Northwestern,
je dispose d'un financement important qui me permettent d'étudier la séquestration de CO2 dans les couches de péridote profondes. Ce problème est essentiellement l'inverse de la fracturation hydraulique de schiste, bien que pour plusieurs raisons il soit plus difficile. Monsieur le Président, c'est avec un sentiment profonde gratitude que j'accepte le grand honneur que l'UPPA m'a fait. Merci. Voilà, donc au nom de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, je suis vraiment très honoré de vous remettre ce titre de docteur honoris causa. Ça, c'est le symbole du doctorat honoris causa, et vous aurez le diplôme dans quelques secondes, le temps que j'attache cela. Voilà ce titre de docteur honoris causa et la médaille de l'université. La médaille de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Je suis désolé, c'est la médaille du Béarn. Voilà, donc on va rectifier ça dans le futur. On aura une médaille basque aussi, je vous le garantis. C'est très joli. Toutes mes félicitations. Alors, puisque la médaille est béarnaise, il y aura un outil qui est plus connu du Pays basque et qui m'appartient de te remettre. C'est ce que l'on appelle un maquila. Un maquila, c'est une canne qui permet de se déplacer. Et ça permet de se déplacer à tous âges, mais c'est quelque chose qui est plein de symboles. J'aurai l'occasion de te les expliquer. Et en particulier, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une devise, tu pourras la découvrir gravée sur le pommeau qui est ici. Voilà. Et la devise, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Merci beaucoup. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. J'aurai l'occasion tout à l'heure de t'expliquer toute la série de symboles qu'il y a sur ce maquis-là. C'est effectivement quelque chose. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que tu le ramènes aux États-Unis dans l'avion, sachant qu'on ne peut pas voyager dans l'avion avec cet outil-là, parce que c'est aussi une arme. Il y a une pointe. C'est une épée. Voilà.